Bonjour et bienvenue dans Histoire Inspirante. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau témoignage, c'est celui de Lison. Alors Lison, comme beaucoup de jeunes, il y a une chose qu'elle ne supporte pas, c'est les gens qui jouent un rôle, qui sont hypocrites. Et il y a une chose finalement qu'elle apprécie particulièrement, c'est l'authenticité. Vous allez voir comment pour elle, mais aussi pour de nombreux jeunes, l'authenticité est quelque chose d'essentiel. Lison nous partage son histoire inspirante. Bonjour Lison, Salut Flip, content de t'avoir dans cette émission d'Histoire Inspirante. merci de m'accueillir. Merci à nous, c'est un honneur de t'avoir, de quelqu'un qui ose parler de sa foi, une jeune qui ose parler de sa foi. Tu as accepté de venir, d'échanger avec moi, avec nous, avec nos auditeurs, sur ton parcours. Alors ton parcours, il commence, comme beaucoup de jeunes, dans l'église, dans une famille chrétienne. Oui. Ton papa était professeur de théologie, il est à la retraite maintenant. Plus ou moins. À moitié à la retraite. Oui. En tout cas, très, très engagé. Oui. Alors, comment ça t'a impacté d'avoir un papa, parce qu'il est avant tout pasteur aussi? Oui, moi j'ai toujours été très attentive même en tant qu'enfant dans les prédications et j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui se disait, que ce soit par mon père ou par d'autres pasteurs. Donc j'ai envie de dire que j'ai beaucoup écouté et essayé d'absorber au max un peu ces informations-là et ça veut dire aussi que j'ai l'opportunité d'avoir plein de discussions très intéressantes sur la Bible et sur la foi avec lui. Pour moi, c'est surtout, ça m'a impacté dans le sens que ça m'a donné envie d'avoir de la connaissance et de la compréhension. Et un truc que j'admirais toujours quand j'étais petite, c'était qu'il avait un bureau plein de livres et plein de bibles. Alors moi je confondais quand j'étais très petite les bibles et les livres, donc je pensais que tous les livres étaient des bibles. Donc j'essayais de compter dans son bureau combien de bibles il avait et je me disais purée, il a plus de 40 bibles, c'est énorme quand même. Donc c'est quelque chose qui m'a impacté dans le sens que ça m'a toujours donné envie de lire, de comprendre et d'avoir les informations, toutes les informations que je pouvais avoir. Alors, il y a des avantages à avoir un papa pasteur, il y a aussi des inconvénients. Tu es petite, enfin tu as, je crois que tu as 7 ans peut-être, Oui. où il reçoit un appel pour aller travailler à l'étranger. Oui. Alors c'est pas très loin, mais c'est quand même de l'autre côté de la Manche. Et pourtant, c'est si différent. Voilà. C'est ça un des trucs qui m'a surprise, c'est que c'est juste à côté et pourtant, c'est un autre monde. Ouais. Donc il part enseigner à Newbold College, donc c'est dans la grande banlieue londonienne, on va dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça. Toi, tu arrives là-bas, tu ne parles pas un mot d'anglais? Non. Mais alors, pas du tout. Non, vraiment pas. C'est le choc. Ah ouais, c'était un choc. Comme je dis, tout était différent. Et à cet âge-là, je pense que c'est pile poil à l'âge où tu commences vraiment à réfléchir et à percevoir le monde autour de toi. Donc pour moi, c'est pas juste un déracinement, c'était vraiment un chamboulement de ok, là je comprends plus rien de ce qui se passe autour de moi, littéralement parce que je comprends pas ce qu'on me dit, mais même tout le reste qui accompagne cette expérience culturelle, je suis paumée, je suis perdue. Bon, il y a quand même une bénédiction à ça, c'est qu'aujourd'hui tu en as fait ton métier. Oui. Oui. Tu enseignes l'anglais. Oui. Ça, c'est la chose positive, finalement. Oui, et j'ai tiré beaucoup de choses positives de cette expérience, même si les premiers mois étaient un peu compliqués. Mais oui, maintenant, l'anglais, c'est ma langue dominante. Je réfléchis en anglais, j'écris en anglais, je lis en anglais, je fais tout en anglais. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir enseigner l'anglais et transmettre cette passion-là aussi. Alors, on va revenir sur la notion de transmission. Tu grandis du coup à moitié en Angleterre, à moitié en France, parce qu'il y a quand même aussi la famille qui est encore en France, notamment ta sœur, les petites nièces, nièces et neveux. Mes sœurs avec neveux et nièces. Ouais. Donc, il y a ce double ancrage. C'est une force ou c'est une faiblesse pour toi ou une difficulté? Pour moi, c'est une grande force. Ça m'a beaucoup apporté et ça m'a fait poser beaucoup de questions aussi sur comment on perçoit le monde qui nous entoure, parce que je pense que quand on évolue toujours dans le même milieu, on peut un peu prendre pour acquis certaines choses et penser que certaines choses sont universelles.
Et d'avoir vécu dans un autre pays et dans une autre langue et d'avoir côtoyé beaucoup de personnes, et ça c'est aussi une chance des 2 endroits où j'ai vécu, c'était des 2 campus avec beaucoup d'étudiants de partout dans le monde, donc des milieux très internationaux, et qui m'a fait vraiment réfléchir au fait que y a beaucoup de normes culturelles aussi et des éléments qui paraissent évidents pour nous et peut-être pour d'autres personnes pas du tout, ou qui voient des choses très différemment. Et ça pour moi c'était c'est une force de pouvoir être conscient de ça. Alors, une force, mais aussi un défi qui t'a fait réfléchir sur ta foi, sur ta spiritualité. Comment ça a nourri justement ta spiritualité, ce double héritage ou cette confrontation à plein d'autres héritages et plein de cultures finalement? Ça, encore une fois, ça m'a fait poser plein de questions et réfléchir à comment je me positionne. Et c'est là où c'est peut-être la difficulté, c'était de me dire, ok, il y a tout ce panel un peu de façons de vivre sa foi différemment. Et où est-ce que je me place là-dedans? Et ça, c'était une question qui était particulièrement importante pour moi, et surtout à l'adolescence, quand j'avais à peu près 16 ans, où j'ai posé cette question-là. Non, pas 16 ans, un peu plus vieille, parce que j'étais animatrice déjà. C'est ma première année d'animation, donc j'avais 17 ans. Et j'avais posé cette question-là à mon responsable de troupe. Mais je ne sais pas à quel point, je ne sais pas où me placer, à quel point ma foi, elle devrait prendre dans la place dans ma vie, en fait. Ouais. C'était une question existentielle qui tournait dans ta tête, tu n'arrivais pas à t'en sortir? Ouais, il y avait tellement de façons différentes de vivre sa foi, et je voyais en fait plusieurs groupes, j'ai envie de dire. Et je voyais des fois un peu aussi des extrêmes, des personnes qui étaient soit d'un extrême très expressif et très... pour moi, c'était un peu ils étaient parfaits, entre guillemets, parce qu'ils avaient... La foi prenait une place très grande dans leur vie, et ils étaient très à l'aise d'en parler, etc. Et ils en parlaient tout le temps, et ils étaient sur le devant de la scène, etc. Et peut-être l'autre extrême, où je voyais des personnes qui avaient une foi très forte, mais qui étaient très discrets, qui en parlaient jamais. Et je savais pas où, moi, je me positionnais là-dedans, dans ce spectre un peu de... pas forcément à quel point ça prend de la place dans ma vie, mais combien de place je lui donne, et à quel point cette place est visible ou pas. Et ce choix entre ces 2 extrêmes, c'était quoi? Lié au fait que tu étais jeune, que tu ne te connaissais pas non plus encore peut-être totalement, ou tu avais envie d'aller vers un idéal d'un côté ou de l'autre? Je pense que je me mettais une pression aussi, et ça c'est quelque chose peut-être qui est assez associé au fait d'avoir grandi dans une famille qui est adventiste, qui est chrétienne, et avec des personnes dans ma famille qui ont des responsabilités, etc. C'est aussi se dire, ok, qu'est-ce qui est attendu de moi? Et en fait, ce tiraillement entre, peut-être qu'on s'attend à ce que je sois de cette manière-là, mais est-ce que je le fais parce que je le ressens et parce que je suis de cette manière-là, ou est-ce que je le fais parce que et même si les personnes et ma famille ne m'a pas mis de pression là-dessus, mais c'est moi-même qui ai intégré peut-être des pressions ou des attentes, ou d'autres personnes dans l'église, c'est des animateurs, des moniteurs d'école sabbat, etc. Donc c'était cette question de savoir, ok, où est-ce que je me place authentiquement, j'ai envie de dire, naturellement. Alors justement, on a parlé de ton papa, on n'a pas parlé de ta maman, mais c'est important d'en parler aussi. Comment justement tes parents t'accompagnent, l'un ou l'autre, justement dans ce questionnement? Tu disais qu'ils sont là sans trop être présents. Non, ils ont pas mis de pression sur moi là-dessus, mais ils ont toujours été à l'écoute, et ça, je leur remercie. Parce que je fais partie de ces enfants qui ont voulu se faire baptiser très tôt. Et à 10 ans, j'ai dit à mes parents, ça y est, c'est bon, je veux me faire baptiser, c'est bon. Et ils ont été attentifs à ça, ils m'ont aidé à aller discuter avec le pasteur, la pasteur, du coup, pour me donner des études bibliques et continuer à cheminer. Et quand c'était aussi dans l'engagement dans la JA, ils m'ont encouragé aussi là-dedans. Et dans mes divers questionnements, ils ont été aussi à l'écoute là-dessus, sans me dire ce qu'ils pensaient que je devais faire, mais en m'encourageant et en m'aidant à moi-même à trouver aussi des réponses à des questions là-dessus. Alors il y a un jour, il y a ce moment particulier où tu es déjà animatrice des jeunes, des scouts, hein, et puis tu te tournes vers ton responsable, et il te donne, face à tes questions, il te donne un élément de réponse qui pour toi, tu me disais hors antenne, tu te rappelles plus du reste de la discussion, mais là, il pose... quelques mots qui là restent gravés. Alors c'est quoi ces quelques mots? On veut savoir. Alors ces quelques mots, c'était il m'a parlé de la chanson Mon encre et ma voile.
Et alors, je me rappelle plus exactement comment il a justifié cette réponse, mais en tout cas, moi, je l'ai vite... je me suis approprié ces paroles-là de la chanson en mode, ok, c'est une très belle comparaison, je trouve, parce que c'est à la fois, parce qu'on peut se dire c'est super contradictoire en fait. L'encre et la voile, elles ont des fonctions complètement différentes. Mais pour moi, c'était très cohérent parce que l'encre, c'est quelque chose qui me stabilise et qui m'ancre littéralement. Et c'est quelque chose qui va m'apporter du confort et beaucoup de stabilité, mais c'est aussi avec la voile quelque chose qui me pousse et qui va me pousser à grandir, à motiver un peu mes choix et mes priorités dans la vie. Et ça, je trouve que ça représente bien et ça m'a vraiment soulagée d'avoir cet élément de réponse de ok, en fait, ma foi, ça va être quelque chose qui à la fois me protège, me console. Et à la fois quelque chose qui me pousse à sortir de ma zone de confort, qui me pousse à grandir, à réfléchir et à aller vers l'avant. C'est une première prise de conscience. Alors, on le voit dans ton parcours, il y a un ancrage spirituel qui a toujours été là, avec des étapes. Aujourd'hui, il y a 3 choses particulièrement, et c'est ces choses-là sur lesquelles tu voulais qu'on s'attarde un petit peu. 3 choses qui te portent ou t'ancrent, je ne sais plus comment le dire maintenant. Les deux. 3 choses qu'on va peut-être un peu détailler. Ces 3 choses sont... Alors, il y a l'écriture, l'enseignement et la jeunesse. Du coup, c'est un peu lié les deux, mais c'est un peu différent aussi. Alors, la jeunesse, on en a parlé. Oui. Pour toi, c'est cet héritage de ce que tu as découvert quand tu étais toute petite. Après, il y a une période en Angleterre où justement... Il y a eu un peu moins. Voilà. Mais quand tu es revenu en France, il y a eu cette volonté de t'engager à nouveau. Oui. T'engager peut-être parce que... Enfin, là, je sais que c'est ta maman qui t'a poussé à aller dans ce domaine-là. Pourquoi ? Alors déjà, il y a le contexte un peu familial où du côté de ma maman, ma grand-mère était directrice de camp et éducatrice et c'est quelque chose qui, pour ma maman, représente un souvenir fort de l'expérience d'église, de les camps et je comprends maintenant, après avoir vécu ça moi-même et en continuant de vivre ça, je comprends pourquoi c'est si fort pour elle et ça l'est aussi pour moi. Donc il y avait déjà un peu ce contexte familial de tu vas voir, ça va être vraiment chouette. Et pour moi, c'était aussi parce que et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on m'a un peu orientée vers cette proposition-là. Comme j'étais tante très jeune, j'ai vu grandir mes neveux et nièces et je me suis beaucoup occupée d'eux et j'étais très motivée et engagée pour passer du temps avec eux et faire des jeux avec eux, etc. Donc on m'a aussi proposé tiens, la GIA ça pourrait te convenir aussi pour continuer à donner cette énergie, cette créativité-là, mais pour peut-être d'autres enfants. Donc tu te lances dans l'animation à ce moment-là. C'est un lieu où on s'éclate, on est dans les bois, on fait des jeux. Comment la jeunesse adventiste, la JA, ce groupe scout, a nourri aussi ta spiritualité ? De plein de manières. Déjà, c'est, je pense qu'un des points qui nourrit ma spiritualité, et je sais que j'entends beaucoup d'autres animateurs dire ça aussi, c'est que comme on est en position un petit peu de responsabilité, ça nous fait réfléchir aussi à comment nous on agit, quel exemple on donne et comment on partage aussi les valeurs. Et du coup, ça fait que en préparant des méditations pour les temps spirituels, ça m'a fait poser plein de questions et apporter aussi des fois trouver quelques éléments de réponse, des fois plus de questions. Et donc ça, déjà, c'était un point fort. Et j'ai oublié la question, en fait. Non, mais c'était comment, grâce à la JA, finalement, ça a nourri ta spiritualité. Oui, donc il y a cet élément-là. Et je pense que ça a aussi apporté des éléments de réponse pour moi sur... parce que quand j'étais jeune animatrice, donc 17 et 18 ans, je me posais aussi beaucoup de questions sur pourquoi on fait certaines choses dans l'Église. Et les rituels, peut-être, ou des traditions, etc. Et en étant animatrice, j'ai appris beaucoup de pourquoi on structure les choses d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord ça, puis ça. Pourquoi est-ce on commence avec des chants un peu motivants, puis après on fait des chants un peu plus calmes. Et après on fait la prière. Et comment est-ce qu'on
Ouais, je pense réfléchir un peu de manière logistique, entre guillemets. Ça m'a Mhm. permis aussi de réfléchir à, ok, dans l'église, pourquoi, déjà, ça sert à quoi de chanter ensemble? Mhm. Et il y a le côté communautaire qui, je pense, qui est très fort, d'une seule voix, on se met ensemble et on se recalibre les uns sur les autres, par exemple. Et sur aussi, ok, pourquoi est-ce et comment est-ce qu'on navigue entre différents éléments et comment est-ce qu'on les amène et que tout est réfléchi et tout a un but. Ça m'a donné aussi des éléments de réponse sur passer un peu du côté juste passif à voir les choses arriver au côté plus actif de ok, on va faire ça de telle manière pour telle raison. Ça a donné aussi plus de sens pour moi dans ce qu'on faisait à l'église. Tu le disais, il y a 3 domaines. Le deuxième domaine est intimement lié parce que ça reste dans le monde de l'éducation. Alors là, c'est vraiment le côté prof. Ouais. Prof d'anglais au collège. Surtout au lycée. Surtout J'ai un lycée, petit peu de collège et des adultes aussi. Ok, tu enseignes dans un établissement privé sous contrat, Oui. donc à Collonges-sous-Salève. Hors contrat, sous contrat, un peu les deux. Voilà, un peu des deux. Ça dépend les classes. Et tu enseignes aussi à des étudiants de théologie. Oui. L'anglais. Oui. C'est plus dur de leur enseigner à eux l'anglais? Non. Bon, c'est différent. Ouais. Je dirais pas que c'est plus dur ou plus facile, c'est différent. Alors, c'est ton métier, mais Oui. au-delà d'un métier, c'est aussi... Alors, je ne sais pas si j'ose dire une passion, parce que tu disais que tu penses, tu rêves, tu fais tout en anglais. Oui. Pourquoi ce choix de l'enseignement de l'anglais? Pourquoi ce choix d'enseigner à Collonges aussi? Pourquoi pas enseigner dans un établissement autre? Pour moi, c'est arrivé pile poil, le timing était parfait pour que j'enseigne à Collonges, dans le sens que je venais de finir mes études, mon master, et je me posais un peu la question, et c'est vrai que c'est un peu intimidant quand tu deviens prof, ou que tu envisages de devenir prof, de passer par l'étape... en fait, après le concours, on va t'assigner une place et tu choisis pas. Et cette place, ça peut être... Alors, si tu fais le concours pour le public, tu vas être à Paris ou à Lyon ou dans des zones où l'enseignement est vital, mais un peu compliqué, un peu difficile, surtout quand tu débutes. Ouais. Et si tu fais le concours dans le privé, tu seras peut-être un peu plus... c'est un peu plus restreint géographiquement, mais tu peux aller n'importe où. Et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur. Et de commencer au campus et d'être à Maurice-Thiège, ça m'a permis d'avoir... alors déjà, d'enseigner dans une école dans laquelle j'étais élève quand j'étais petite, en maternelle et en CP, ce qui est assez chouette. Et pour moi, c'était aussi super intéressant de travailler dans une équipe qui est assez restreinte. C'est une petite école. Et je connais les élèves. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant. Et ça continue d'être intéressant parce que la plupart de mes élèves, je les ai eus ou je les ai encore en tant que JIAD, en tant que scout. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est très émouvant pour moi de les voir grandir et évoluer et de les accompagner sur plusieurs années. Et de travailler dans une petite structure où je connais à la fois très bien les élèves, mais aussi très bien les enseignants et l'équipe enseignante et administrative. C'est pour moi aussi... quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que ça me permet de... Enfin, pour moi, je trouve que c'est encore plus intéressant pour travailler sur l'accompagnement des élèves quand tu les connais très bien et quand tu connais très bien ton équipe et que tu peux réfléchir un peu à tous ces éléments-là. Il y a une passion, en fait, pour la transmission. Oui. Le fait d'avoir des jeunes, de les voir évoluer, ça, on le comprend. Il y a un autre mot qui est très important pour toi et qui est le liant finalement avec ces différents domaines de ta passion, c'est le mot authenticité. Oui. Pourquoi c'est une quête aussi importante pour toi ? Pour moi, c'est une quête importante. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait depuis que j'ai eu ces différents déménagements vers l'Angleterre, en revenant d'Angleterre. Parce que c'est toujours une question que je me suis beaucoup posée. Mais qui suis-je et comment est-ce que... Enfin, quelle... conséquences, j'ai pas envie de dire conséquences, mais comment est-ce que ça impacte ma vie, que ce soit qui suis-je au niveau spirituel ou qui suis-je au niveau artistique ou quoi, et relationnel, comment j'interagis avec les autres. Et c'est toujours une question que je me suis posée beaucoup, et c'est toujours il y avait toujours cet élément aussi des petites, c'est un peu cette pression que je me suis mise à moi-même d'être parfaite et du coup cette notion d'authenticité pour moi c'est tout un cheminement que j'ai pas terminé d'ailleurs, d'essayer de comprendre en apprenant aussi à me connaître et en apprenant à m'autoriser à être ok, je suis pas parfaite, je ne serai pas parfaite.
et je m'autorise à être qui je suis et en étant qui je suis, en fait, l'impact que ça peut avoir aussi sur les autres, l'impact positif sur comment les autres perçoivent aussi leur identité et leur droit à être imparfait et à être authentique et être eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans ces 3 passions que j'ai citées. Alors, comment tu vois cette interaction entre l'authenticité et la spiritualité ? Pour moi, on peut pas... De toute manière, une relation avec Dieu, elle est obligée d'être authentique parce que Dieu nous voit, nous connaît, il nous connaît mieux qu'on se connaît. Et l'artifice ne fonctionnerait pas avec lui. S'il y a bien une personne qu'on ne peut pas duper, c'est Dieu. Donc déjà, pour moi, ça, c'est obligatoire en fait dans le rapport avec Dieu, c'est de pouvoir être authentique. Et je pense que c'est accepter aussi... comment dire ? C'est... être authentique, pour moi, c'est aussi accepter ce que Dieu m'a donné. Et je pense et aussi développer, peut-être continuer sur les pistes sur lesquelles il m'a lancé, peut-être. Et oui, du coup, pour moi, c'est incontournable, en tout cas dans la relation avec Dieu. Après, dans la relation avec l'autre, pour moi, ça en découle. Si on veut être plein d'amour et de parler de choses importantes et je sais pas, de vérité, et dans l'amour, ça inclut aussi tout le côté acceptation de l'autre. Et pour moi, ça, c'est pas possible sans authenticité, sinon ce serait complètement creux. Alors, il y a un 3e volet qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'écriture. Oui. L'écriture, c'est ton côté artistique. Dans les langues, on n'a pas vraiment le choix pour le côté artistique. C'est, à un moment donné, c'est quand même codifié. Tu écris. Tu n'as pas publié encore. Pas encore. Pas encore. Tu écris quoi ? J'écris surtout des romans, mais j'écris aussi des fois, de temps en temps, des nouvelles ou un tout petit peu de poésie, mais c'est surtout des romans. En français ou en anglais ? Alors en anglais, j'ai qu'un projet en français. Bizarrement, c'est sur la JA. Du coup, vu que c'est difficile à traduire en anglais exactement, il n'y a pas vraiment de mots pour animateur, c'est pénible d'ailleurs. Mais la plupart de ce que j'écris, c'est en anglais. D'accord. Pourquoi tu écris ? Qu'est-ce que ça éveille en toi ? Qu'est-ce que ça motive en toi d'écrire ? J'écris pour comprendre. En fait, moi, ma façon de réfléchir, j'arrive pas à réfléchir soit si je ne parle pas, soit si je n'écris pas. Et écrire, c'est plus pratique parce que du coup, je vois ce à quoi j'ai réfléchi, parce qu'en parlant, j'oublie. Donc, pour moi, déjà, l'écriture, pour moi, c'est une manière de poser sur papier ce que je vis, ce que je ressens et ce que je pense. Et après, en écrivant, parce qu'on peut écrire plusieurs choses, moi j'écris surtout de la fiction, en écrivant de la fiction, pour moi, c'est un moyen d'explorer ce que je vis ou ce que l'humanité vit, entre guillemets, et comment on construit des histoires par rapport à qui on est et comment on interagit avec les autres. Et ça me permet d'explorer tout ça, d'explorer ce que c'est d'être, en fait. Alors, je t'ai posé une question hors antenne. Est-ce que tu écris des livres spirituels ou est-ce que, comme tu disais, c'est des romans, voilà, comme ça ? Et la réponse, elle n'est pas si claire. Non, parce que la réponse, c'est oui et non. Dans le sens que j'écris pas des textes qui sont religieux, j'écris pas forcément, mes personnages sont pas forcément croyants. Mais je pense que écrire, c'est forcément spirituel. Et je pense que même en écrivant de la fiction, et même si la religion, c'est pas forcément le point central, même pas du tout pour la plupart de mes travaux d'écriture, pour moi, c'est forcément spirituel, parce que c'est poser des questions sur la vie, la mort, les émotions, sur comment on interagit avec les autres, l'impact de nos actions et l'impact de notre façon aussi de réfléchir. Et pour moi, du coup, c'est forcément spirituel. Et les questions que tout le monde se pose dans la vie, et je pense que c'est un truc assez universel, c'est mais pourquoi je suis là ? Qui suis-je ? Quel est le sens de la vie ? Et je pense que toutes ces choses-là sont spirituelles. Même si la réponse, pour certains personnages, ça va pas forcément être le sens de la vie, c'est le sens que Dieu me donne. Mais je pense que explorer ces différentes thématiques-là, c'est forcément spirituel. Merci, parce que tu te livres un petit peu à nous.
voilà, tu nous montres un peu des facettes de toi que peut-être certains de tes élèves vont découvrir maintenant. Peut-être. Tu vas devoir faire face à ça dans quelques jours quand tu vas les retrouver sur les bancs de l'école. Il y a ce mot, je voudrais peut-être terminer avec ce mot-là, qui est important, l'authenticité, parce que finalement, pour toi, c'est une valeur non seulement forte, mais vraiment cette valeur spirituelle qui te connecte au divin. Oui, c'est super important pour moi et c'est même si c'est difficile parfois, c'est pas forcément, ça vient pas toujours naturellement. C'est quelque chose et c'est un des conseils qu'on m'a donné justement dans ces 3 disciplines. En fait, tu peux pas alors pour l'enseignement et la JA, c'est aussi un conseil qu'on m'a donné en formation. Tu ne peux pas, en fait, si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, les jeunes le voient. Et ils n'aiment pas ça. Ils vont essayer de trouver un peu les failles dans l'armure que tu essayes de construire. Et on m'a tout de suite dit, dans ta gestion de l'autorité, et parce que des fois, il y a quand même des éléments où il faut un peu gérer au niveau discipline, surtout en tant que prof. Mais même dans ton relationnel avec eux, si tu essayes d'être un peu l'animateur parfait ou le prof cool, etc., mais que c'est pas vraiment qui tu es, ou que tu essayes de jouer un rôle, les jeunes le voient tout de suite. Et c'est pas quelque chose qui va permettre de construire une relation saine d'apprentissage ou de transmission de valeurs ou quoi. Et c'est un conseil qu'on m'a donné. Et pour l'écriture, c'est aussi un conseil qu'on m'a donné. Et c'est aussi quelque chose que je peux observer si on essaye de... moi, je suis pas du tout... même dans ce que je lis, j'aime pas trop la littérature qui est uniquement stylistique et où il n'y a pas justement d'authenticité dedans. Pour moi, c'est obligé, pour écrire quelque chose de bien et pour lire quelque chose de percutant, la littérature, elle doit, pour moi, révéler du réel. Même si c'est de la fiction, même s'il y a des dragons et de la magie, je sais pas, n'importe quoi, pour moi, ça révèle toujours du réel et de l'humain. Et du coup, c'est quelque chose que je suis obligée de faire aussi et que j'ai le plaisir de faire aussi dans l'écriture. Alors, face aux jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais leur dire sur cette valeur forte pour toi de l'authenticité ? Ou surtout aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, arrêtez de vous inquiéter de comment les autres vous perçoivent, parce qu'il y a toujours, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup avec mes jeunes, c'est cringe, c'est malaisant, etc. J'ai pas envie d'être moi, parce que ça va pas être accepté par l'autre. Moi, ce que j'essaye de faire et ce que j'aimerais leur dire, c'est mais soyez vous, non seulement parce que ça va vous faire du bien, soyez vous-même, mais parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de vous ouvrir à la vie et à tout ce que ça peut vous apporter et au niveau spirituel aussi. Et pour moi, c'est vital pour être heureux, pour être en relation avec Dieu et avec les autres, d'être soi et de s'autoriser à être soi. Tu n'as pas préparé un texte, mais 3 textes. Tu devais réfléchir auquel. Oui, j'hésitais beaucoup entre plusieurs textes et je pense que je vais partir sur celui-ci. Parce que ça conclut pas plutôt bien sur ce qu'on vient de dire, je pense. C'est justement sur le fait d'être soi et c'est dans Galates. C'est Galates 1, verset 10. Est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des gens ? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux gens ? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas au service du Christ. Et pour moi, c'est un rappel de ok, je suis authentique face à Dieu parce que de toute manière, il me connaît, il sait qui je suis et je suis authentique avec les autres sans me poser de questions de me poser la question de si ça leur plaît ou pas. Parce que c'est plus important d'être vrai. Merci beaucoup pour ton authenticité. Et merci d'avoir accepté de te révéler encore une fois et tout simplement de partager ton parcours de foi, ta spiritualité. Merci beaucoup et je te propose qu'on aille écrire sur notre mur des témoignages.